Bonjour, je suis Bernard Chevassiot-Louis, donc président d'Humanité et Biodiversité. Bienvenue dans ce séminaire qui s'inscrit dans une série de séminaires thématiques que nous avons organisés avec le soutien de l'Office français de la biodiversité que je remercie. Ce séminaire, il est en plein dans l'actualité, même si on y avait pensé depuis longtemps lorsque Christian de Pertuis nous avait parlé de son ouvrage, puisque vous avez vu que la COP28 bat son plein avec beaucoup de débats que nous suivons de près, et puis que les inquiétudes autour, effectivement, de l'équilibre énergétique de demain sont en plein dans les débats actuels, et notamment le fait que le fameux puits du carbone vivant dont on va parler, eh bien, est peut-être susceptible de ne pas tenir toutes les promesses ou toutes les demandes qu'on voudrait lui adresser. Et donc, merci à Christian de Pertuis qui a accepté d'être au centre de ce débat, flanqué de deux animateurs, Michel Badré et Jean-Pierre Bompard, qui vont amicalement le soumettre à un flot de questions, mais il en a l'habitude. Merci à Lila Sipel que vous voyez donc sur l'écran et qui est l'organisatrice de tous ces petits séminaires. Et donc, je vais lui passer sans plus tarder la parole pour qu'elle vous rappelle les règles de fonctionnement de ce séminaire que nous essaierons de terminer à 20h30 précise pour lui donner un bon rythme. Allez, bon séminaire et puis Lila, je te passe la parole. Merci Bernard. Bonjour à tous. Je réitère les remerciements. Merci de votre mobilisation ce soir et on est très heureux donc d'accueillir Christian de Pertuis. Quelques mots quand même sur l'auteur. Christian est professeur d'économie associé à l'Université de Paris-Dauphine, directeur scientifique de la chaire économie du climat, pardon, mais également auteur de plusieurs ouvrages. Et donc ce soir, on va s'intéresser à son dernier ouvrage, Carbone fossile, carbone vivant. Et donc voilà, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce titre mystérieux. Et comme disait Bernard, pour en discuter, euh, Michel Badré, administrateur d'Humanité et Biodiversité, va animer la première partie de la discussion du coup sur le carbone vivant. Et Jean-Pierre Bompard enchaînera avec la deuxième partie concernant le carbone fossile. Et donc pour ce qui concerne particulièrement l'organisation de la soirée, donc on a bien ces deux parties et ne vous inquiétez pas, on prendra des temps avant pour prendre vos questions. Petite précision, il faudra bien penser à poser vos questions dans le petit onglet questions et réponses et donc de ne pas poser vos questions dans l'onglet discussion. Comme ça, elles seront bien prises en compte et donc c'est moi qui les relayerai à nos invités. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé ultérieurement. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Michel Badré. Merci Lila et bonjour Christian et bonjour à tous et toutes. On m'a demandé pour les 10 minutes qui viennent, d'une part d'axer la présentation sur la partie carbone vivant, mais aussi de résumer l'ensemble de l'ouvrage en essayant d'éviter de redire beaucoup moins bien que le ferait l'auteur lui-même ce qu'il y a dans ce livre. Alors, je voudrais commencer par ça en disant que dès le titre et dès son introduction, le livre fait apparaître qu'on ne peut pas séparer la politique du climat et la politique de la biodiversité. Dans une association comme la nôtre, on est évidemment très content d'entendre ça. On avait tous l'habitude, et on a déjà lu partout, qu'il fallait agir sur le climat pour préserver la biodiversité et que c'était presque évident parce que avec l'intensité du changement climatique tel qu'il est déjà mesurable et mesuré et tel qu'il est annoncé pour les décennies qui viennent, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une hausse de température à peu près 100 fois, à peu près identique à celle qu'on a connue depuis les glaciations, mais avec un pas de temps 100 fois plus court, on peut s'attendre à des effets particulièrement redoutables. En revanche, l'autre versant, le fait qu'il faille agir sur la biodiversité pour préserver le climat, est beaucoup moins évident, beaucoup moins souvent dit,
Et c'est ça qui est développé dans le livre de Christian de Pertuis, et c'est ça qui, évidemment, pour nous qui nous intéressons à la biodiversité, pour notre association, c'est ça qui retient particulièrement notre attention. Et dans ce livre, toujours sur l'aspect en quoi faut-il agir sur la biodiversité pour préserver le climat, si je résume ça de façon un peu à la serpe, un peu brutale, je dirais qu'il y a trois éléments qui sont mis en avant par l'auteur. Trois éléments touchant à l'aspect nature, biodiversité. Le premier concerne les transitions en matière d'agriculture et d'élevage et leur lien avec les options de modèles alimentaires, aussi bien dans notre pays que dans le monde entier. Et en reliant ça à la fois à la réduction des émissions de méthane, des émissions de protoxyde d'azote pour la partie purement agricole, et aussi à l'ensemble de tout ce qui tourne autour des modèles agricoles des différents pays. Donc ça, je dirais que c'est un premier thème qui est largement développé dans le chapitre 5 de l'ouvrage. Rassurez-vous, je dirai un mot des chapitres précédents après. Donc c'est le premier des trois volets carbone vivant. Deuxième volet, c'est le fonctionnement du puits de carbone naturel, principalement forestier, mais aussi agricole, qui est absolument indispensable, notamment pour atteindre la neutralité carbone dont on parle beaucoup depuis l'accord de Paris de 2015. Donc ça, c'est l'objet du chapitre 6 de l'ouvrage. Et puis, dans le chapitre 6 aussi, il y a le troisième volet sur lequel on reviendra dans les questions dans un instant, qui concerne l'océan, les politiques climatiques liées à ce qui se passe, quel est au rôle des océans, que Christian qualifie d'angle mort des politiques climatiques, et je pense qu'on y reviendra dans le débat. Alors, ça, c'est donc pour les trois parties, franchement, en carbone vivant. Dans le reste du livre, et Jean-Pierre en reparlera sans doute tout à l'heure plus en détail, il y a d'une part l'approche historique depuis le début du 19e siècle, qui rappelle que pendant 100 ou 150 ans, même presque 200, tout le monde a assis les politiques d'amélioration de la prospérité collective sur le développement spectaculaire de l'usage des énergies fossiles. Et puis, il n'est arrivé qu'assez tardivement, tout à fait à la fin du XXe siècle, qu'on commence à se préoccuper de l'effet que tout cela avait sur les gaz à effet de serre et donc sur le climat, le lien entre les deux étant controversé au début, mais maintenant admis par tout le monde comme indiscutable. Ensuite, donc ça c'est largement développé dans le début du livre. Ensuite, le fait que la prise en considération, la compréhension de tous ces mécanismes nécessitait des politiques spécifiques. Alors sur le carbone fossile, ces politiques sont assez faciles à identifier. Ça ne veut pas dire qu'il est facile d'en obtenir de bons résultats, mais on comprend assez vite qu'il faut regarder ce qui se passe en matière de transport, parce qu'on y consomme beaucoup d'énergie fossile qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Il faut regarder ce qui se passe dans le logement, il faut regarder ce qui se passe dans l'industrie. Tout ça est bien cerné et on travaille là-dessus depuis longtemps. En revanche, dès qu'on passe à la partie carbone vivant, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une foule de domaines très différents. On va parler des rizières en Asie du Sud-Est, on va parler du méthane dans le pergélisol dans les zones boréales, on va parler du stockage de carbone dans les forêts, on va parler d'une foule de l'élevage de ovins ou bovins et des prairies naturelles, avec à chaque fois des problématiques différentes, des effets différents, une difficulté à avoir une vue d'ensemble, qui fait que l'approche est beaucoup plus complexe. C'est pas pour autant qu'elle est moins importante. Donc ça aussi, je pense qu'on y reviendra. Et puis enfin, et je voudrais vraiment insister là-dessus aussi, Christian le dit dans sa conclusion, et pour nous, ça nous paraît très important, pas seulement à propos du H, de H et B, comme l'humanité et biodiversité,
Il est dit dans le livre avec insistance que quelles que soient les politiques, qu'on parle du carbone fossile ou du carbone vivant, il y a une forte nécessité d'associer ou de ne pas oublier ou de mettre en évidence le lien qu'il y a entre les politiques climat et entre les questions de justice sociale et de démocratie avec les politiques de climat et de préservation de la biodiversité. Ce point nous paraît tout à fait essentiel. Alors, à partir de ça, moi j'aurais dans les questions à poser à Christian, je ne sais pas si vous préférez que je les pose toutes ensemble ou bien que je vous les pose une par une, j'en ai 4. Je peux peut-être les énoncer rapidement et puis on verra comment les aborder, parce qu'elles permettent en même temps de développer l'aspect carbone vivant et de voir ce qui est caché derrière. Pour nous en tout cas. La première question est plutôt franco-française. Il y a une quinzaine de jours maintenant, le gouvernement a publié ce qu'il appelle la stratégie française d'énergie carbone, la SFEC en langage techno, dans laquelle il précise ou il indique et il met en discussion, il demande les réactions du public sur des objectifs en matière de consommation énergétique future, de développement des énergies renouvelables, de développement des différentes politiques sur les transports, le logement, les aspects que j'ai cités tout à l'heure, et il demande au public que nous sommes de réagir là-dessus. Quand on lit ce document, on est assez frappé de voir qu'il y a deux trous qui sont pas tout à fait mineurs. Le premier qui est vraiment béant, c'est que sur tout l'aspect des modèles agricoles et des évolutions à faire, il n'y a pratiquement rien. Alors que tout le monde sait depuis très longtemps que c'est un sujet et qu'on ne peut pas le mettre à part dans ce type de débat sur la politique énergétique et climat, puisque comme l'indique le mot SFEC, on parle à la fois d'énergie et de climat. Et le deuxième trou, il porte sur le bouclage. Alors, dans votre livre, Christian, vous avez un commentaire un peu ironique, mais justifié, sur le fait que les technocrates adorent faire des bouclages avec des feuilles Excel. Et là, quand on essaye de faire ça, on voit tout de suite que ça ne boucle pas, justement, et que ce qu'on peut déduire des hypothèses faites dans ce document de stratégie française énergie-climat tel qu'il est annoncé par le gouvernement, et puis qu'on essaye de voir comment on arrive à la neutralité carbone en 2050, ben on n'y arrive pas. Notamment parce que Bernard Chevassus l'a évoqué en 2 mots au moment de son introduction, parce que pour arriver au bouclage, il faut une hypothèse de stockage dans le puits de carbone forestier à un niveau qui était celui intégré jusqu'ici dans les prévisions. Et manque de chance, les données actuelles montrent de façon assez claire, et Christian, vous en parlez dans votre livre, que aux dernières nouvelles, on n'est pas au niveau prévu, on est même nettement en dessous. Donc il y a une difficulté sérieuse là-dessus. D'où la première question, quel est votre regard sur ce scénario et sur la façon dont on peut effectivement respecter un objectif tel que la neutralité carbone en 2050, tout en ayant des hypothèses très très tendues, difficiles à atteindre sur la partie carbone fossile, et puis un trou sur la partie carbone vivant, aussi bien sur l'agriculture que sur le stockage dans le puits de carbone. Qu'est-ce qu'on a comme solution, comme option alternative si ce bouclage, on n'arrive pas à l'assurer? La deuxième question est un peu de même nature, mais elle sort du périmètre franco-français. Vous développez aussi dans votre livre le fait que pour toutes ces transitions, que ce soit fossile ou vivant, il y a un aspect d'investissement matériel, financier dans certains cas, et aussi d'investissement physique et encore plus d'investissement humain, de transition, de formation dès le plus jeune âge, et puis de formation professionnelle. On passe pas d'un claquement de doigts d'un monde agricole orienté vers les grandes cultures à un autre faisant de l'agroécologie. Tout ça, ça prend du temps et ça nécessite des moyens.
Comment est-ce qu'on fait pour assurer de l'adaptation et derrière le mot de transition, comment on fait pour couvrir sur un champ aussi vaste et aussi diversifié que celui du carbone vivant, peut-être encore plus que du carbone fossile, pour s'assurer que tout ça va être cohérent et qu'on ne va pas perdre les trois quarts des acteurs en route parce que les mécanismes n'auront pas été assurés. Troisième question, elle est beaucoup plus ponctuelle et ciblée, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est celle de l'angle mort qui concerne l'océan. Comment est-ce qu'on peut sortir de cet angle mort? Alors, vous l'évoquez un peu dans votre livre déjà, avec des exemples précis, la loutre marine et quelques autres, mais on voit effectivement qu'il y a un très gros enjeu dès qu'on essaye d'aligner des chiffres, et vous le faites dans votre livre, sur le stockage du carbone dans les océans par rapport à ce qui se passe dans l'atmosphère ou dans les milieux terrestres. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir de plus précis ou de plus solide là-dessus? Et puis enfin, je terminerai par là. Ma quatrième question, elle est sur les processus démocratiques. Quel que soit le régime démocratique ou non démocratique dans lequel vivent la plupart des pays en ce moment, leur point commun, et on le voit à propos de la COP28 en cours, est un espèce de refus de l'obstacle face à tout ce qu'il y a à faire pour ces changements. Comment peut-on faire pour sortir de cette situation de déni collectif où tout le monde dit marchons, marchons, et puis on ne marche pas. Donc, est-ce que vous avez des idées sur ce sujet? Je suis bien conscient en posant la question qu'elle est un peu vaste et qu'elle sort peut-être un peu du strict sujet de votre livre, mais il me semble que c'est quand même notre préoccupation à tous en ce moment sur ce sujet du changement climatique. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez reprendre les questions une par une ou si elles n'étaient pas claires, ce qui est possible, auquel cas je pourrais essayer de les préciser un peu mieux. Bon, merci beaucoup, c'était parfaitement clair hein, et très bien lu. Bon, je voudrais d'abord remercier Bernard et toute l'équipe de Lila et toute l'équipe de Humanité et Biodiversité. Hein. Bon, c'est une association que j'ai en grande estime, hein, Humanité et Biodiversité. J'ai eu la chance de la rencontrer plus lorsque je m'occupais de fiscalité écologique et j'avais trouvé qu'elle alliait vraiment une connaissance approfondie des questions avec une volonté de progrès et de faciliter des démarches collectives. Donc vraiment, c'est pour moi une véritable reconnaissance, si vous voulez, que d'avoir été sélectionné pour ce webinaire et que mon dernier livre soit effectivement passé au crible par deux personnes, Michel et Jean-Pierre, dont j'estime aussi énormément les talents à la fois de lecteurs, de relecteurs, mais aussi d'acteurs dans la société. Voilà. Bon, à travers mes livres, j'ai toujours essayé effectivement d'avoir un regard académique, un regard d'universitaire, donc qui passe quand même un certain temps à la recherche, mais aussi de faire des liens avec le monde réel. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre hein, que tu as choisi, Michel. Hein. Bon, alors, le premier point me paraît effectivement la question centrale, et tu te réfères au scénario français hein, du SFEC. Alors, moi, j'ai travaillé plus sur les scénarios intérieurs de la SNBC, puisque là, on n'avait pas encore ces scénarios-là lorsque j'ai rédigé l'ouvrage, mais je pense que le problème est beaucoup plus général. Si on prend, par exemple, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, si on prend la plupart des scénarios énergétiques faits par les grands think tanks, on s'aperçoit qu'en réalité, la démarche est toujours un peu la même. C'est-à-dire qu'on part du système énergétique, au sens production et utilisation d'énergie, on enlève autant de fossiles qu'on peut, on fait des hypothèses un peu sur le CCS et puis éventuellement un peu le captage industriel du CO2, et puis il y a un solde
Puis le sol, après, on a l'impression qu'on se débrouille pour que, effectivement, ce sol soit absorbé par des méthodes qui, directement ou indirectement, vont faire appel à la capacité régénératrice de la nature et la capacité, notamment, du système naturel à absorber du CO2, soit sur les continents, soit sur les océans. Et je pense que cette démarche, en réalité, elle montre deux choses. Hein. Elle montre que on est entré sur les politiques d'atténuation du changement climatique par le côté carbone fossile, et c'est logique, puisque 70% des émissions mondiales, c'est 3 produits qui sont effectivement utilisés pour l'énergie. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, à la fin, la capacité régénératrice de la nature va s'adapter aux besoins résiduels des émissions liées au carbone fossile qu'on n'aura pas réussi à abattre. Donc ça, c'est le premier point. Donc moi, je pense qu'en réalité, il faut inverser probablement cette vision. Et il faut se dire que ce qui, à moyen et long terme, va conditionner l'atteinte ou pas de la neutralité carbone, c'est bien, in fine, la capacité de régénération du milieu naturel pour apporter le CO2. Même si on fait des hypothèses extrêmement volontaristes sur des méthodes de capture directe ou des méthodes de stockage géologique. Donc ça, je pense que c'est important. Bon. Et vraiment, je dois dire que je l'ai un peu découvert en creusant un peu ces scénarios, aussi bien au plan international qu'au plan français. Bon, je vais y revenir un tout petit peu plus en détail. Il y a un deuxième point qui me paraît très important, c'est que lorsqu'on parle de neutralité, y compris dans les rapports du GIEC de neutralité climat, je préfère au terme neutralité carbone, parce qu'il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, on oublie assez systématiquement le rôle des émissions hors du secteur agricole, hors usage d'énergie fossile par les agriculteurs. Et ce point me paraît très important parce que, d'une part, moi, il se trouve que je suis très sensibilisé aux questions agricoles puisque j'ai vécu un peu plus de 4 ans en Algérie où je me suis occupé de développement agricole et puis j'ai travaillé dans le secteur agricole en France après. Mais ça me paraît fondamental parce que ces émissions liées à la façon dont on utilise le carbone vivant dans nos sociétés pour l'alimentation, etc., lorsqu'on met ça bout à bout, ça fait quand même un quart des émissions mondiales. Si j'intègre non seulement les émissions de méthane et de protoxyde d'azote du système agricole, qui ne sont pas l'usage d'énergie fossile, mais l'impact des techniques agricoles sur le milieu naturel, si j'intègre en fin de vie la gestion des déchets organiques, et si j'intègre aussi les flux très mal connus de CO2 qui peuvent repartir lorsqu'on traite mal la terre, lorsqu'on fait de la monoculture et lorsqu'on fait des labours notamment. Bon. Donc, on n'arrivera pas à la neutralité si on n'intègre pas ce volet-là. Et je crois que c'est très important parce que ça montre que la protection du système naturel, ce n'est pas uniquement de la conservation un peu au sens strict, mais c'est aussi beaucoup la façon dont on va gérer les systèmes agricoles. Alors, je vais peut-être un tout petit peu détailler ces deux points en prenant l'exemple de la France, mais ce n'est pas très différent. Si moi, j'ai par exemple été professeur invité à Montréal, ce n'est pas très différent si vous regardez par exemple le Canada ou des choses comme ça. Alors, moi, lorsque j'ai regardé très en détail ces choses, bon, d'abord, j'ai quand même, je ne l'ai pas dit dans l'ouvrage, mais j'ai quand même pris mon téléphone et j'ai aussi téléphoné à ces technocrates qui manient les tableaux Excel. Ce n'est pas la partie de la stratégie sur laquelle ils sont plus à l'aise, il faut le dire. Bon. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout. Parce qu'on fait des approximations considérables.
Par exemple, on dit ben, on va stocker plus dans les produits en bois. On va faire plus de poutres et en bois et moins de béton et d'acier dans les immeubles ou les maisons. Très bien, mais si vous retirez du bois des forêts pour faire des poutres, vous faites un transfert, mais vous ne stockez pas plus. Puis je vais creuser un peu. Excusez-moi, je peux vous pousser un peu plus loin là-dessus? Je pense que c'est Oui, intéressant alors, parce que... oui, vas-y, oui. Mais je termine juste l'exemple de la poutre et puis je vous passe la parole. Bon. Oui. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, je me suis renseigné notamment auprès des gens qui sont plus compétents que moi sur ces questions-là, c'est même pas neutre. Parce que lorsque vous allez faire du prélèvement de bois dans la forêt, tout ce qui est le système racinaire, le sol, ben, ça va aussi déstocker. Qu'est-ce qu'on va faire de la partie d'eau directement utilisée dans la poutre? Donc là, on crée au contraire à court terme même une espèce de dette supplémentaire. Donc on n'ajoute pas du stockage. Il y avait, je termine et puis je vous passe la parole après. Hein. Il y a l'autre exemple qui est pris dans l'ouvrage, qui est l'exemple de cette compagnie charbonnière, enfin pas charbonnière, pardon, cette compagnie électrique au Royaume-Uni qui s'appelle Drax. Hein, moi, quand je me suis occupé du système de quotas européen, c'était la première centrale qui émettait du CO2 en brûlant du charbon. Bon, maintenant, ils sont passés à la biomasse, au bois, bon, et ils disent, voilà, ben, on est neutre d'après les règles du système d'échange des quotas. Oui, mais sauf que à supposer que effectivement tous les prélèvements de bois soient effectivement compensés ensuite par une repousse à l'identique des arbres, ça ne se fait pas instantanément. Donc au moins il y a une dette qui prend plusieurs dizaines d'années avant qu'on puisse parler de neutralité. Donc ce recours à cette forme de technologie pour gagner la neutralité climat me paraît extraordinairement fragile. Michel, oui. Vous vouliez intervenir, oui? Oui, c'était, excusez-moi, je ne veux pas tirer la couverture à moi parce que j'ai un long passé de forestier, mais c'était sur l'exemple bois et transformer, enfin, est-ce qu'il vaut mieux stocker du bois en laissant vieillir les arbres en forêt ou est-ce qu'il vaut mieux les exploiter, les transformer, en faire des poutres de cathédrale, par exemple, et ça permet d'attendre 800 ans avant qu'elles brûlent et que le carbone soit relargué. Je présente ça de façon un peu caricaturale, mais c'est un débat forestier actuel très vif dans le monde de la forêt et de la filière bois en France et dans les pays d'Europe de l'Ouest d'une façon générale, qui oppose ces deux politiques hein, de vieillissement des forêts versus, au contraire, exploitation dite dynamique, récolte, transformation du bois pour stocker. Et puis moi, en regardant tout ça et ayant un peu d'expérience de forestier de terrain, je dis c'est bien gentil cette opposition entre les deux, mais il y a un troisième facteur qui est l'adaptation ou la non-adaptation des forêts au changement climatique réel. Qu'on choisisse un modèle de vieillissement ou un modèle de sylviculture dynamique, quand on tombe là-dessus, ce qui se passe par exemple dans tout le grand quart nord-est forestier français depuis 3 ou 4 ans, à savoir une crise de dépérissement dû à la sécheresse et aux canicules estivales, il n'y a plus tellement de débat pour savoir s'il valait mieux choisir une politique ou l'autre. Hein. On n'a plus qu'à essayer de se débrouiller avec les restes. Donc, comment on peut se situer par rapport à ça et comment on peut définir une politique intelligente? Alors, ça rejoint ce que vous dites dans votre livre, c'est que selon qu'on parle d'élevage bovin ou de forêt ou de rizière, on a des problématiques complètement différentes, mais il faut qu'on réponde à chacune. C'est un peu ça notre problème pratique. Oui, alors, c'est formidable parce que votre question anticipe un peu ce que j'allais continuer à dire. Bon, ça, c'est effectivement la limite basique, c'est celle qu'on a dite, hein, qui renvoie beaucoup aussi au problème de comptabilisation. Sur ce volet puits de carbone terrestre, c'est probablement pareil pour l'océan, mais on en dira 2 mots tout à l'heure. Il faut bien voir qu'en réalité, les politiques climatiques doivent à la fois faire face
a des impacts anthropiques sur les puits de carbone et a des rétroactions climatiques. Alors, les impacts anthropiques, principalement dans le monde aujourd'hui, c'est évidemment la déforestation tropicale. Les changements d'usage des terres ne sont pas neutres chez nous, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Globalement, on pense qu'encore aujourd'hui, par exemple, la forêt française, grâce à l'augmentation de sa superficie, stocke un peu plus que ce qu'elle déstocke. Bon. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il faut également intégrer le fait que sur toutes les activités carbone vivant, il faut également s'occuper des rétroactions climatiques. Alors, sur le puits de carbone forestier, c'est particulièrement clair en France, puisque la capacité, en gros, la taille, hein, le nombre d'hectares en forêt continue d'augmenter. Il n'y a pas de variation significative depuis au moins 3 décennies. Bon, le principal facteur d'élargissement de la forêt est en réalité la déprise agricole. Et il y a une rupture assez massive dans la capacité d'absorption du CO2 par la forêt qui apparaît au milieu de la décennie 2010, bon, même un peu plus tôt. Bon. Et on voit qu'on perd entre la moitié et même un peu plus, 2/3 pratiquement, de la capacité d'absorption parce que le réchauffement climatique ralentit la croissance des arbres à cause des sécheresses à répétition, accentue l'intensité des tempêtes et surtout fait remonter des attaques d'insectes ou de champignons, des choses comme ça, puisque pour une raison assez basique, c'est que le réchauffement climatique, la première forme d'adaptation des êtres vivants, c'est de bouger, et les arbres bougent beaucoup moins vite que les insectes ou les prédateurs. Donc, ce volet intégrer les impacts des rétroactions climatiques sur le puits de carbone forestier, c'est un point très important, et ça montre que pour le puits de carbone, il n'y a pas lieu de distinguer entre ce qu'on appelle politique d'atténuation du réchauffement climatique et politique d'adaptation. En réalité, c'est les mêmes techniques forestières qui vont permettre à la fois d'avoir de la résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique, qui vont permettre aussi de continuer à stocker du carbone ou éviter d'en déstocker trop lorsque les forêts sont attaquées. Donc ça, c'est, je crois, un point très important, et on retrouve ce point pour les systèmes agricoles sur lesquels je voudrais maintenant dire 2 mots. Si j'ai encore le temps, il faut que je vérifie le chronomètre. Là, oui, j'ai encore 10 minutes. Alors, sur les systèmes agricoles, je pense que la question est également essentielle pour les politiques climatiques, et on n'est pas du tout dans la bonne direction. Pour le carbone fossile, on voit bien qu'on est dans la bonne direction, on n'est pas dans le bon tempo. Pour les systèmes agricoles, c'est beaucoup plus complexe. En gros, on a 2 grandes problématiques pour les émissions du système agricole. Il y a une problématique de l'offre et une problématique de la demande. La problématique de l'offre, c'est que depuis à peu près 70 ans, un peu plus en Amérique du Nord, on a accompli une nouvelle révolution agricole. Les spécialistes de l'agriculture appellent ça des révolutions agricoles. La première grande révolution agricole en Europe, ça a été la résorption des jachères. La deuxième grande révolution agricole, c'est l'intégration dans les systèmes de production de méthodes de type d'origine industrielle qui, spécialisent les systèmes agricoles, particulièrement vrai en France, lorsqu'on regarde la répartition, qui 2 les chimisent, avec l'utilisation d'intrants chimiques très importants, à la fois en protection des cultures et en fertilisation, et qui 3 surtout limite incroyablement les lignées et le matériel vivant, aussi bien en semences qu'en souche animale, à tel point que, par exemple, aujourd'hui, sur le blé, on a à peu près 90% de la production qui est faite avec un nombre très limité de semences.
Alors, ces systèmes, ils ont effectivement permis à certaines époques d'accroître très fortement les rendements, mais on voit que, ils ont un coût climatique important, parce que ça génère des émissions. Je ne détaille pas, mais on peut détailler sur ces différentes émissions. Et encore une fois, là, je sors les émissions fossiles qui, pour moi, c'est pas les carburants des tracteurs, c'est l'impact des techniques retenues. Bon. Et deux, on voit que ces systèmes sont extraordinairement fragilisés par les impacts du réchauffement climatique. Et puis, on voit qu'à force d'épuiser le système naturel, de l'appauvrir, le système naturel, il rend de moins en moins. Et donc, par exemple, si on prend des critères simples comme les rendements céréaliers en Europe, ont cessé de croître. Il y a 30 ans, moi j'étais jeune chargé d'études aux chambres d'agriculture, des courbes de rendement extraordinaires, mais même ça baisse. Donc on est dans une phase où on épuise ces systèmes et la résilience par rapport au choc climatique s'affaiblit. Donc il faut changer ces systèmes. Ça, c'est le côté offre, et ça implique de modifier profondément les systèmes de production agricole. Et modifier les systèmes de production agricole, ça a un coût que les économistes ne savent pas vraiment mesurer, parce que ça veut dire qu'on soit dans le bassin parisien, en Bretagne, ou dans des systèmes agricoles dans les pays du Sud. Moi, je suis administrateur d'une ONG qui fait du développement de systèmes agricoles dans les pays du Sud. C'est très compliqué, ça prend du temps, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de voie, et il n'y aura pas de réduction forte des systèmes, des émissions de méthane et de protoxyde d'azote liées à la fertilisation si on ne change pas le système. Parce que si vous prenez le système de production actuel et puis que vous enlevez les produits chimiques, ben, immédiatement vous avez une baisse des rendements. Donc il faut utiliser différemment les facteurs de production en prenant la diversité du vivant comme un élément d'intensification agricole. Donc, il faut complètement inverser le système. Deuxième volet, très important, c'est côté demande. Côté demande, on voit bien que, de même que n'importe quel modèle de consommation énergétique n'est pas compatible avec la marge de la neutralité, c'est pareil pour les consommations alimentaires. Donc, il va falloir réduire les produits les plus émetteurs, qui sont principalement soit les produits ultra transformés, et encore plus les produits élevage, les produits issus des ruminants, que ce soit produits laitiers ou viande. Et les ruminants, vous avez les bovins, mais vous avez aussi les ovins, les caprins, etc., qui peuvent jouer des rôles très importants dans les systèmes alimentaires. Donc, je crois que c'est ces deux révolutions-là qu'il faut mener de front, et c'est d'autant plus compliqué que sur les systèmes agricoles, utiliser la diversité du vivant pour produire de façon intensive, ça veut dire que souvent on a besoin d'animaux aussi quand même. Donc il faut pas, on ne va pas résoudre le truc en disant il suffit d'être végan, ou il suffit. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Bon, alors comme il me reste encore 5 minutes, je voudrais quand même dire 2 mots sur les autres questions qui ont été posées, qui sont hyper intéressantes. Bon, sur les investissements et comment y arriver, moi je pense que effectivement la bonne clé d'entrée, c'est la résilience. Bon, inutile d'imaginer qu'on va comment dire, indiquer aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire ou pas faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens. Il faut partir des difficultés que rencontrent les systèmes agricoles pour faire face aux impacts du réchauffement climatique, et à partir de ça, construire de la résilience. Et ce sont les techniques qui permettent de la résilience sur les systèmes de production agricole, qui sont également celles qui, parce qu'elles utilisent plus la diversité du vivant, vont réduire les émissions spécifiques de l'agriculture. C'est vrai, à l'évidence, dans les pays du Sud. Et là, je peux vous donner énormément d'exemples
que ce soit en Afrique ou au sud du Sahara, pareil au nord avec l'Algérie, que ce soit Haïti, où je vais faire un papier avec le responsable Haïti de l'agriculture internationale, mais c'est vrai également au nord, c'est vrai dans nos systèmes agricoles. Et je pense que la vraie raison pour laquelle on n'avance pas du tout sur les systèmes agricoles en France, par exemple, c'est qu'on ne part pas des questions que se posent les agriculteurs sur la résilience. Et donc, c'est... et donc, là encore, hein, ça veut dire qu'il faut complètement modifier hein, l'image qu'on a entre adaptation et atténuation. Sur le plan des outils, hein, je pense que le prix du carbone, la taxe carbone, n'est pas l'instrument pour les systèmes vivants. Et évidemment, il faut rechercher sur tous les éléments qui permettent de valoriser les services associés à la biodiversité. Sur les océans, dans les 3 minutes qui me restent, quand même, je n'ai pas le temps de vous raconter en détail l'histoire de la loutre marine, mais en gros, il y a d'abord un argument qui tente de justifier le fait qu'on n'intègre pas les océans dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, et plus généralement aujourd'hui, dans le global stock, dans le bilan global qui est fait à la COP de Dubaï, hein, sur l'accord de Paris, hein, on fait comme si les océans n'existaient pas. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien dans les inventaires une estimation, pas bonne, mais on a quand même une estimation des flux de CO2 entre la biosphère et l'atmosphère, on ne l'a pas pour l'océan. Alors, le mauvais argument, c'est de dire oui, mais attention, l'océan, c'est un bien commun, ça appartient à personne. Un peu comme on a dit, on ne s'occupe pas des émissions liées au transport et la navigation maritime parce qu'on ne sait pas à qui l'affecter. Non, en réalité, si on regarde les zones économiques d'exclusion, hein, ça représente, par exemple, je ne sais plus si c'est 70 ou 80% de la pêche. Mais bon. Et la surpêche est considérée par l'IPBES, hein, le GIEC de la biodiversité, la plateforme sur la biodiversité, comme la première cause d'affaiblissement de la biodiversité marine. Et les experts du GIEC nous disent que le fonctionnement du puits de carbone océanique, il repose fondamentalement sur la biodiversité marine, notamment les algues. Simplement, la photosynthèse se fait sous l'eau, mais c'est exactement comme dans une forêt. Oui. Donc, je crois que pour intégrer l'océan dans les questions climatiques, effectivement, la première des choses à faire, c'est d'améliorer le système d'information sur les facteurs d'affaiblissement de la biodiversité marine et leurs implications sur la capacité de stockage ou des stockages du CO2 par l'océan. Bon. Ça va évidemment opposer encore plus certains pays les uns aux autres, hein, notamment ceux qui ont une grosse partie de leur territoires qui sont liés à l'océan. Mais là encore, je pense qu'on n'y échappera pas à moyen et long terme. Je vois, Lila, que j'ai terminé mon temps de parole, donc je rends la parole à notre animatrice. Je me suis auto-censurée. Merci Christian, merci d'avoir respecté du coup le temps et merci pour cette première présentation qui est riche. En plus, on est bien dans le thème avec la COP 28 qui a lieu en ce moment. Donc, on va passer aux questions du public. J'ai déjà relevé 2 questions, mais vous pouvez continuer à poser vos questions donc, dans l'onglet questions et réponses. Alors, la première question, c'est pensez-vous que la pratique de l'humusation sera bénéfique pour générer du carbone vivant? Je n'ai pas compris la pratique de... Pensez-vous que la pratique de l'humusation sera bénéfique pour générer du carbone vivant? Alors, l'humusation, je pense que ça veut dire qu'on restaure la matière organique dans le sol. Oui, alors, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est décrit plus en détail dans le livre. Effectivement, sur les systèmes agricoles et le lien avec les émissions, vous avez les émissions spécifiques de l'agriculture, de méthane et de protoxyde d'azote. Et puis, vous avez toute la question des échanges de carbone
entre les sols, les plantes et l'atmosphère. Et un point très important, c'est que les sols agricoles peuvent, suivant la façon dont ils sont travaillés, stocker ou déstocker du CO2. En gros, oui, les techniques qui permettent d'améliorer l'humus dans le sol, hein, ce sont les techniques qui permettent effectivement d'améliorer la matière organique dans le sol. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne en changeant les techniques agricoles. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a d'abord des techniques où il y a des rendements assez importants à l'hectare. Ce sont toutes les techniques du type agroforesterie. Lorsque vous avez des systèmes agricoles qui allient des productions agricoles sur des arbres, par exemple des arbres fruitiers ou des arbres qui produisent même des produits qui peuvent être autres que des fruits, et de la culture, là, vous avez une possibilité d'améliorer assez rapidement l'ensemble de votre système de production, avec également une augmentation de la matière organique importante dans les sols si vous arrêtez de les retourner. Et ça peut stocker des quantités assez importantes de CO2, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ensuite, mais ça, ce n'est pas des systèmes qui vont agir sur des très grandes superficies, comme par exemple les grandes cultures. Vous avez ensuite la question des prairies permanentes. La question des prairies permanentes, elle est évidemment au cœur de certaines difficultés, puisque si vous voulez faire des prairies permanentes à grande échelle, il faut élever des ruminants. Comme ça. On ne fait pas de prairies permanentes hein, avec de la volaille ou avec des porcs. Donc, les prairies permanentes peuvent effectivement avoir un rôle important dans le stockage, mais si vous voulez qu'il y ait un effet global sur le stock sur les mouvements de gaz à effet de serre, il faut qu'il y ait très peu d'animaux à l'hectare. Si vous avez des faibles chargements à l'hectare, des systèmes à l'herbe, vous pouvez arriver à compenser les émissions de méthane des bovins ou des ovins par le stockage dans les prairies. Mais c'est des systèmes avec très faible chargement à l'hectare. Et puis, vous avez en grande culture les techniques culturales, et puis une forme d'agroforesterie qui n'est pas vraiment de l'agroforesterie de production directe, qui consiste à remettre des haies, des coupes-vents. Vous pouvez effectivement, en cessant notamment les labours, en mettant une bonne rotation des cultures, en intercalant notamment des légumineuses avec des céréales, vous pouvez régénérer des sols à très grande échelle et stocker un peu de CO2 chaque année dans votre sol. Ça ne marche pas chaque année du reste, parce que ça dépend un peu des conditions agroclimatiques. Mais là, vous allez stocker très peu hein, de CO2 par hectare. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut le faire sur beaucoup d'hectares et est-ce qu'on peut le faire sans risque de retour en arrière? Parce que si vous redonnez un bon coup de labour profond après 5 ou 6 ans de non-labour, vous allez réenvoyer dans l'atmosphère une grande partie des choses. Donc c'est un peu ça, les volets technique. Je dis un mot quand même sur l'équilibre alimentaire. Moi, je suis absolument convaincu que la sécurité alimentaire passe par ces techniques agroécologiques, couplées à des changements de modèle alimentaire vers plus de sobriété, au sens moins de produits ultra transformés, moins de produits venant des ruminants, et pas du tout par la systématisation des méthodes de type agro-industriel qui fragilisent encore plus le milieu naturel et qui, surtout, sont beaucoup moins résilientes par rapport aux impacts du réchauffement climatique. Merci Christian. Comme c'est des questions assez techniques et que ça nécessite un temps de réponse un peu long, on va prendre donc une dernière question avant de... Vous voulez dire qu'il faut que je réponde de façon plus rapide, c'est ça? Alors, Non, mais n'hésitez pas. On va quand même en prendre une dernière. Bah, c'est hyper intéressant et on a envie Non, mais je peux essayer de répondre plus rapidement, c'est pas un souci. Hein. Oui, ok, ça marche. Et donc, du coup, j'ai une question sur est-ce que vous pouvez donc développer un peu la question de la résilience des milieux agricoles, notamment sur quelle échelle de temps pour agir et obtenir des effets positifs suffisamment efficients? Alors,
Alors, je vais donner des exemples qui ne vont pas être tirés de l'agriculture française, hein, puisque il se trouve que je viens de terminer deux petites études que j'ai conduites avec, d'une part, le responsable de nos projets en Haïti, d'autre part, notre responsable projet au Sénégal. Au Sénégal, par exemple, AgriSud International intervient dans le centre du Sénégal, dans la zone qu'on appelle le bassin arachidier, qui est une zone qui a été assez largement, qui a subi assez largement la monoculture de l'arachide, qui était exporté sous forme brute, hein, principalement au port de Bordeaux, où il était effectivement trituré et transformé en huile. Et donc, si j'ose dire, le sol sénégalais servait uniquement comme substrat, hein, pour tirer le maximum de graines d'arachide possible. Et cette monoculture a effectivement appauvri extraordinairement les sols dans la région où nous intervenons. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la même chose avec le cacao. Bon. Donc, nous, on travaille sur des petites zones, hein, avec des toutes petites exploitations agricoles qu'on fait grandir. Et là-dessus, on fait essentiellement du maraîchage, de l'arboriculture. On combine un peu les deux, et des petits élevages. Il faut à peu près, en moyenne, il faut à peu près 1 à 2 ans de diagnostic initial avec les agriculteurs locaux, pour qu'ils intègrent, parce qu'ils sont tous conscients de l'accroissement des impacts du réchauffement climatique. Et ensuite, on commence à avoir des premiers résultats au bout de 3-4 ans, en termes de niveau de vie. Et la résilience, on peut vraiment commencer à la sentir au bout de 10 ans à peu près. Donc, c'est des pas de temps qui sont effectivement tout à fait importants. Bon. Et là, le problème du bassin arachidier, plus généralement après du nord du Sénégal, il est de deux types. C'est que la désertification croît, hein, avec l'effet saharien. Et puis, il y a un problème de lien très compliqué à gérer entre les agriculteurs et les pasteurs, parce qu'il y a trop d'animaux. Et vous avez les systèmes pastoraux, qui étaient des systèmes traditionnels d'adaptation au milieu naturel, hein, étaient basés sur des charges d'animaux qui n'étaient pas trop élevées. Là. Donc, il faut gérer, ce qui n'est pas toujours très commode, les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Je dis 2 mots d'Haïti parce que malheureusement, on parle d'Haïti toujours en des termes catastrophiques, comme si c'était un pays où il n'y avait plus rien à faire et plus rien à espérer. Bon. Effectivement, c'est très dur, hein. Nous avons deux grandes équipes qui sont l'une au nord et l'autre au sud. On ne peut plus communiquer, hein, parce qu'il y a des gangs. Et on voit que Haïti, vous avez une accumulation des impacts. Bon, je passe sur le fait que les crises politiques à répétition font qu'il n'y a plus d'État, hein, y compris pour les services agricoles, hein, on a besoin quand même. Il y a les ouragans. Le dernier ouragan Matthew, qui a tapé en 2015, a très largement détruit une partie des systèmes agricoles en Alternate dans le nord. Bon. Et puis vous avez les tremblements de terre. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas le réchauffement, et puis non, ça rentre dans une accumulation de difficultés. Bon. Là, on obtient paradoxalement des résultats plus rapides parce qu'on reconstruit des choses qui étaient déjà là avant. Ce qui est le plus compliqué, c'est de mettre les arbres au bon endroit. Parce que et on ne sait pas toujours à l'avance, parce que ça dépend des trajectoires d'ouragans qui changent, qui sont de plus en plus incertaines. Mais là, on a le système agricole traditionnel, avec des systèmes d'entraide traditionnels, n'a pas été autant détruit que, par exemple, dans le bassin arachidier, par notamment la colonisation. Bon, voilà deux types d'exemples, mais évidemment, il faut du temps.
Et le principal investissement, c'est l'investissement humain. C'est l'investissement humain. Je vais dire l'investissement en homme et en femme, car une leçon aussi, c'est que la résilience s'obtient quand on arrive à beaucoup plus miser, en gros, sur la réduction de l'inégalité des genres. Merci pour cette, pour cette dernière phrase qui nous Non, donne mais je ne le dis pas du tout espoir. je le dis pas du tout parce que c'est vous qui animez le débat, je le dis parce que Oui, oui, bien sûr. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est si bien vous de voulez finir faire comme par ça. exemple une coopérative, si vous voulez faire une coopérative qui transforme et vend des produits agricoles locaux, hein, en gros, si vous ne passez pas par les femmes, vous n'y arriverez jamais. Enfin, Ouais, oui, nous c'est vous notre avez raison. exemple. Nous, c'est notre exemple. Vous prêchez une convaincue. Et bah, du coup, merci beaucoup. Je rappelle pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, on va vous répondre directement dans le chat. Et on va tout de suite passer à la partie carbone fossile. Et donc, je laisse la parole à Jean-Pierre Bompard. Le micro, c'est toi qui le tiens, là, Léa? Hop, voilà, je vous laisse la parole. Voilà. Je Alors, désactive le micro. conformément à l'effet de mimétisme, j'ai 4 questions. Et je rappelle, Et Jean-Pierre, comme on ne s'est pas il nous reste coordonné 30 avant, minutes. puisqu'on a fait... Alors, j'ai 4 questions, mais je On vais va les essayer de faire en présenter. 30 minutes. Je vais les présenter de manière courte. La première qui est frappante dans ce livre, effectivement, que l'on juge original et très utile pour sortir un peu de l'impasse que je connais moi dans diverses réunions institutionnelles dans lesquelles on est centré sur le carbone, sur le monde minéral, disait autrefois Jacques Weber, hein, qui se plaignait justement de cet enfermement, hein, qu'il y avait de la part des économistes en disant bon, ben écoutez, bon, les choses sérieuses, c'est le monde minéral. Bon, donc ça, je me souviens de ces interventions parce que j'étais membre, comme je suis encore, du Conseil économique du développement durable. Bon, enfin, ça, c'est du passé. La première question, c'est dès le début d'ailleurs, tu présentes l'abondance comme une question maudite. Bon, une question maudite, ou d'une certaine manière, certains disaient la malédiction de la rente. Hein, en disant, mais c'est pas possible, tous ces pays, et nous avons beaucoup d'exemples devant nous. Là, on parle au niveau mondial et on parle bien de l'énergie, du carbone fossile. Hein, en disant, bon. Et il y a une proposition qui est très intéressante dans ton ouvrage, c'est celle qui pourrait voir le jour autour de ta construction du G17. Bon, par opposition au G20, qui évidemment est composé de gens dans lesquels c'est pas les meilleurs placés pour donner des leçons sur leurs émissions de CO2. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ce groupe G17 hein, a une possibilité à terme, hein, mais pas à trop long terme, hein, puisque On n'a pas le temps, oui. on n'a pas le temps. Est-ce que c'est une possibilité de constitution de force, on va dire, politique au sens propre du terme, et être capable de se séparer finalement de certains membres du G20 sans que ces derniers ne fassent tout leur possible pour saboter, je dirais, ce qui leur sert aussi à eux, les autres membres du G20, comme groupe de pression. La deuxième question, elle est classique et ça a un côté, je dirais, habituel chez moi, c'est de savoir comment on peut sortir de cette dépendance, hein, cette dépendance au carbone fossile, sans aggraver les inégalités sociales. Bon, le pays est à fleur de peau sur ces sujets-là. Hein. On voit les avancées, les reculs. Bon, on ne va pas faire référence au mouvement des Gilets jaunes, à la stratégie étrange qui a été tenue à l'époque sur l'augmentation de la taxe carbone au moment où le prix du baril augmentait. On avait lancé avant les 80 km/h, c'est-à-dire qu'on avait à peu près tout trouvé
pour faire cette fameuse liste qui vient d'apparaître sous l'influence d'un lobbyiste bien connu de la chasse sur la liste, la vie dans la ruralité. Donc ça, c'est un élément important. Je crois par contre qu'il serait important aussi, je dirais pour le lecteur, de préciser à quoi correspond la tonne de CO2 par habitant. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et quelle dispersion par rapport à la moyenne, puisque c'est parlant quand on raisonne, et c'est très très bien fait en tant que tel, mais il y a un problème pédagogique. Le troisième point, c'est de savoir quel modèle de transition énergétique français, en rapport aussi avec l'Europe, on pousse. Hein. Celui qui est annoncé aujourd'hui, il s'appuie sur de grandes ambitions à la fois sur le nucléaire. Hein, si on lit les déclarations tonitruantes du président directeur général d'EDF, hein, un EPR par an. Hein, bon, alors personne ne fait de polémique, mais on attend toujours Flamanville. Hein, et l'EPR promis dans son interview dans la tribune du PDG d'EDF, c'est un débouché en 2035. Donc il dit quand même que c'est très ambitieux. Bon, on ne le commentera pas, mais derrière, il y a indiscutablement, je dirais, un effet d'annonce qui consiste à dire on va nucléariser massivement d'un côté, bon, et il y a l'autre côté, hein, qui est le côté de développement massif des EMR, avec des chiffres qui donnent parfois le tournis en tant que tel. Sur ce dernier point, c'est très intéressant parce que c'est la question du tout électrique. Et à ce moment-là, lorsque tu aborderas, ou avant que tu abordes la troisième question, j'aimerais bien que Bernard Chevassieux, lui, nous projette son PowerPoint qu'il a fait sur la consommation électrique et la production d'électricité et tous les doutes qu'il émet sur ce modèle du tout électrique. Et le dernier point, bon, ça c'est des choses que tu connais très bien dans toutes tes fonctions, hein, c'est quels instruments sont mobilisables finalement pour construire ce nouveau modèle, hein, et un modèle qui soit acceptable. Et je rappelle, mais peut-être qu'on n'est pas aussi éloigné que ça, je rappelle que je crois que c'était le père Bush qui disait le modèle américain n'est pas négociable. Hein. Nous, on est comme ça, c'est pas négociable. Quand on lit les déclarations de la Chine à l'heure actuelle sur la COP28, la Chine dit, écoutez, c'est pas la COP28 qui va nous expliquer notre trajectoire énergétique. Hein. Donc, d'une certaine manière, on veut bien se réunir comme ça entre nous, hein, mais grosso modo, nos modèles ne sont pas négociables. Donc ça, c'est un véritable défi politique qui concerne toutes les forces économiques, politiques, sociales, environnementales, etc. Voilà en 4 questions très courtes que je voulais voir aborder. Et on verra sur la troisième question à quel moment Bernard introduira son PowerPoint sur la consommation électrique. Voilà, Christian. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Sur le premier point, le G17, et bon, moi je voudrais dire 2 mots quand même sur la COP qui se tient en ce moment à Dubaï. J'ai été assez choqué par la façon dont certains discours rapides en France et plus généralement dans les pays développés, on dit oui, bon, ça se passe quelque part au Proche-Orient, c'est un président d'une compagnie nationale, donc c'est biaisé d'avance. Hein. Je trouve que d'abord, il faudrait rappeler que le président de la COP est aussi fondateur et patron d'une des premières entreprises qui fait de l'énergie renouvelable. Et moi, je pense que effectivement,
le G17, qui est le groupement des 17 pays qui sont les plus dépendants des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois de gros producteurs et de gros exportateurs. On en trouve partout, hein. Il y en a au Proche-Orient, évidemment. Il y en a dans les pays riches aussi, hein, la Norvège et l'Australie. Il y en a en Asie, évidemment, par exemple en Indonésie. Il y en a en Amérique latine. Donc je crois que... et puis il y a la Russie, qui est le plus important du G17, parce que la Russie est le seul membre du G17 qui exporte à la fois du charbon, du pétrole et du gaz. Ces pays, si on calcule leur empreinte d'extraction, il y a 2 fois plus d'émissions de CO2 qui sont liées à leurs exportations qu'à l'utilisation de fossiles sur leur territoire. Donc c'est ça qui est important. Clairement, on ne sortira pas de la dépendance aux énergies fossiles sans que ces pays fassent leur propre révolution, qui est incroyablement coûteuse à court terme. Bon. Et la malédiction des fossiles, ben on la voit bien, dès qu'un pays du G17 perd une partie de sa rente, ça s'écroule. Hein. Alors c'est le cas du Venezuela, hein, sur lequel on a une bonne documentation. Hein. Venezuela alors les chiffres en détail sont dans le livre, hein, mais qui a quand même perdu. Alors je ne parle pas de la perte de PIB, hein, parce que la perte du PIB, c'est peut-être pas c'est 2 ans d'espérance de vie, hein, qui sont perdus. Hein. C'est le poids moyen des enfants qui baisse. Hein. C'est vraiment des indicateurs de. Et si on regarde en Libye, on a moins d'indicateurs, mais on voit bien que. Donc ces pays, ils ont aussi évidemment conscience que s'ils n'anticipent pas cette baisse, ça va être très brutal. Donc moi je pense qu'il est très important qu'on discute de la sortie des énergies fossiles, à la fois du charbon, mais aussi du pétrole et du gaz, à Dubaï, dans ces pays-là. Et je pense que justement, j'ai été très impressionné par le fait que les premiers jours de la COP, le président de la COP, c'est la première fois en 10 ans qu'il n'y a pas de discussion sur l'ordre du jour de la COP. Et puis le fonds pour pertes et dommages, hein, tout le monde pensait que ça allait être à nouveau une bataille de procédure. Non, ben, il est acté. Donc je pense qu'en même temps aussi, une partie des membres du G17 sont aussi des liens entre ce qu'on appelle maintenant le Sud global et les pays développés. Donc moi, je pense que cette COP 28 peut être un virage dans la négociation internationale si les pays du G17 arrêtent d'être une pure force d'obstruction, ce qu'ils font de façon répétitive dans toutes les COP à laquelle j'ai assisté depuis le démarrage. Voilà. Alors, ensuite, je vais dire 2 mots. Je vais revenir après sur ta question 2 et ta question 4, et je vais tout de suite passer à la question 3 rapidement pour dire qu'effectivement, la révolution énergétique dans laquelle on rentre est fondamentalement le passage à l'utilisation des énergies de flux. Flux solaire, flux éolien, flux hydraulique, flux de la matière vivante qui peut se régénérer, hein, grâce à, et si on utilise correctement l'énergie de la biomasse. Et le nucléaire n'est pas une énergie de flux, c'est une énergie de stock. Et donc, je ne crois absolument pas que le nucléaire doit jouer un rôle majeur dans les investissements nouveaux pour construire le système énergétique bas carbone dont on a besoin. Il peut jouer un rôle d'appoint, mais ce n'est pas lui le moteur principal. Le moteur principal, c'est l'utilisation des énergies de flux. Voilà. Bon. Alors, pour être un tout petit peu plus précis sur le cas français, mais je ne voudrais surtout pas qu'on passe trop de temps, parce que c'est un peu le problème en France, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur le nucléaire. Si on regarde les besoins en énergie décarbonée à l'horizon 2035, on a besoin effectivement, d'élargir très fortement les énergies de flux qui produisent de l'énergie décarbonée, et on a aussi besoin d'utiliser encore le parc nucléaire existant. Et donc, il faut l'entretenir. C'est comme le RER.
Si tu n'entretiens pas le RER pendant 20 ans, il tombe en panne en permanence. C'est ce qui s'est passé avec nos réacteurs nucléaires historiques, notamment l'année dernière. Hein, le graphique de Bernard, il montre la baisse de la production d'électricité en 2022 parce que on n'a pas entretenu le parc existant. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin d'investir de l'ordre de 50 à 60 milliards sur le parc existant pour prolonger dans des conditions de sécurité les centrales existantes. Est-ce qu'il faut faire massivement du nucléaire de nouvelle génération pour remplacer tout ce parc par de nouveaux outils nucléaires? Je pense que c'est une impasse économique, parce que ce sera beaucoup plus coûteux. En plus, on n'anticipe pas du tout que dans 15 ans, les moyens de gestion intelligente des réseaux et de stockage d'électricité seront beaucoup moins coûteux. Donc, pour moi, il y a clairement une différence entre le parc existant et le parc futur. Alors après, il y a peut-être la question des small modular reactors qui pourrait changer la donne sur le plan économique si on arrive effectivement à faire du nucléaire moins cher. Mais là, il y a un autre problème que je ne connais pas très bien, mais qui me paraît majeur, c'est comment est-ce qu'on gère la sécurité nucléaire si on multiplie les petits réacteurs nucléaires, comment est-ce qu'on sécurise hein, la dissémination des matières fissiles. Voilà sur le nucléaire. Alors maintenant, la question centrale, c'est effectivement, et ça rejoint un peu la question 4, c'est comment est-ce qu'on peut faire cette transition dans des conditions socialement, non pas acceptables, mais socialement désirables. Hein. Et du coup, quels instruments mobiliser? Bon. Alors, tu faisais référence là, tu as raison de dire, il faut rappeler un peu les ordres de grandeur sur en gros les tonnes de CO2 émises à partir du carbone fossile par habitant. Bon. Sur le carbone fossile par habitant, il y a effectivement un aspect des modes de vie qui permet d'augmenter énormément les quantités par habitant, c'est le transport aérien. Parce que, pour faire simple, quand tu roules 100 km en voiture ou 100 km quand tu fais 100 km en avion, c'est à peu près la même quantité de CO2 qui sort, mais comme l'avion il va beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus loin, donc tu peux mettre beaucoup plus dans ta journée. Oui. Donc c'est la vitesse en fait qui est le. Donc on voit bien qu'il y a une distribution très inégalitaire hein, des émissions par habitant, à la fois à l'intérieur des pays, entre les pays, et j'y fais référence plus en détail dans le chapitre 2 ou 3, je ne me souviens plus, hein. Quand on a commencé la négociation climatique en 1990, les écarts entre pays étaient les plus importants. Et aujourd'hui, les écarts à l'intérieur des pays expliquent plus hein, l'inégalité des émissions que les écarts entre pays. Donc, ça veut dire qu'il faut traiter la question des inégalités à l'intérieur des pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai été étonné chaque fois que j'ai regardé l'impact distributif des instruments de politique climatique. En général, c'est anti-redistributif. En général, c'est anti-redistributif si on ne fait pas attention. Alors, c'est vrai pour une taxe carbone non redistribuée, et tu le sais aussi bien que moi. Moi, en 2013, j'avais proposé, après longue discussion, notamment avec les organisations syndicales à l'époque, j'avais préconisé qu'on redistribue soit un tiers du produit taxe carbone sur les 4 premiers déciles de revenus, soit 2 tiers si on faisait une répartition tout large. Le gouvernement, il a pris la taxe, il n'a pas fait la redistribution. Donc, c'est vraiment ça qui a généré les difficultés. Bon. Donc, il faut regarder tous les instruments de politique climatique à travers une double jauge. Jauge numéro 1, les tonnes de CO2, parce que c'est quand même le climat qu'on joue. Et jauge numéro 2, l'équité. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que beaucoup d'instruments sont anti-redistributifs, que ce soit les tarifs garantis sur l'électricité photovoltaïque, que ce soit la prime indifférenciée à 6 000 € qu'on donne à tout acheteur de véhicules électriques neufs, alors qu'on ne donne rien à l'acheteur de véhicules d'occasion thermiques, qui est l'achat que font la majorité des populations qui n'ont pas d'argent. Hein. Bon. Donc, ça, c'est vraiment une clé. Et l'ambition serait d'arriver à faire cette tarification carbone redistributive. C'est pour ça que
je trouve intéressant de raisonner cette tarification carbone sous l'angle d'un revenu carbone qui devrait être distribué de façon équitable. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, sur lequel aujourd'hui il y a parfois des discours un peu rapides, c'est que ce n'est pas parce que les consommations d'énergie sont très inégalement réparties que réduire les inégalités par le haut va automatiquement faire baisser les émissions. C'est les gens qui disent ben, il y a le 1%. Il suffirait de taper sur le 1%. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que si tu réduis effectivement les inégalités par le haut, au profit des revenus ou des patrimoines du milieu et surtout du début du bas de la distribution, tu as une propension à consommer de l'énergie qui est beaucoup plus élevée dans les bas revenus, les bas patrimoines. Donc, au contraire, tu peux avoir l'effet inverse. Donc, il ne suffit pas de réduire les inégalités pour baisser les émissions, c'est même l'inverse qui risque de se produire. Dernier point, moi, je suis arrivé à la conclusion, peut-être un peu trop rapidement, mais je pense que l'actualité me donne raison, qu'il n'y a pas grand-chose à espérer en matière de tarification carbone dans le périmètre franco-français aujourd'hui. Des hommes ou des femmes politiques qui soutenaient ces démarches aujourd'hui se taisent. Hein, bon. Et moi, j'étais pendant très longtemps, chaque année, invité par certains partis pour parler de la taxe carbone. Ça y est, c'est fini. Maintenant, même chez les Verts, on n'invite plus pour parler de taxe carbone. C'est plus à l'ordre du jour. En revanche, je pense que la réforme du système de quotas en Europe est une réforme extrêmement ambitieuse. Et j'espère que l'extension du système des quotas vers les émissions liées au transport et aux bâtiments et aux petites installations va tirer les leçons de ce qu'on a vécu en France sur les gilets jaunes, en redistribuant massivement le produit de cette tarification via le système EU-ETS. J'avais un dernier point que je voulais dire, oui, c'est le fait que une partie du monde rural et périurbain est un peu à la dérive, hein, on voit bien avec des montées assez incroyables de partis, y compris dans le nord de l'Europe, on n'aurait jamais attendu, hein, comme en Suède ou aux Pays-Bas. C'est un ensemble de choses, mais moi je trouve que les gouvernements, enfin en tout cas notre gouvernement, a comme une espèce d'incapacité à mettre un peu les choses sur la table. Hein. Je donne un exemple. Exemple sur la viande bovine et l'élevage bovin. On a dans le passé mené des politiques publiques pour réduire le nombre d'animaux bovins dans les fermes. Ça s'appelait les quotas laitiers. Et on l'a négocié avec les paysans. Et les paysans qui ne sont pas du tout une partie, comment dire, de seconde catégorie ou déculturés de la société, sont parfaitement capables d'entrer dans un processus de négociation et de dire, bah oui. Bon. Et donc aujourd'hui, on n'a même plus cette capacité de dire ou de négocier avec les parties prenantes. Et ça, je trouve ça très, très inquiétant. Les annonces sur la relance du nucléaire sont faites aussi sans véritable concertation, sans qu'on mette les questions économiques sur la table, sans qu'on donne vraiment le coût de... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu, en dehors de petits réseaux d'experts, le coût du kilowattheure de l'EPR par rapport... Donc je trouve qu'il y a aujourd'hui cette espèce de dérive, d'appauvrissement du dialogue sur ces questions-là, où on a l'impression que l'expertise, l'économie, mais c'est pareil, l'agronomie, tout ça, c'est beaucoup moins important que le nombre de clics qu'on fait à 20 heures sur les réseaux en fonction. Donc c'est un peu ça que je trouve inquiétant. Et c'est ça qui explique, je crois, aussi une espèce de rétropédalage qu'on voit en ce moment dans beaucoup de pays européens, et pas loin de c'est pas encore tout à fait le cas chez nous, mais on n'en est pas loin par certains côtés. J'ai essayé de répondre du mieux qui m'était possible à tes questions, Jean-Pierre, mais on ne va pas épuiser complètement le sujet, et je pense qu'effectivement, il faut laisser la parole aux gens qui sont sur le réseau.
Donc, je vous repasse la parole. Je crois que j'ai éclusé mon quota de parole là. Merci Christian. Alors il va nous rester 3 minutes pour les questions. Donc si quelqu'un a une question, une remarque plutôt, on peut en traiter une ou deux. C'est des sujets qui sont assez lourds. Peut-être on aurait pu prendre une journée, je pense, pour traiter toutes les questions de votre livre. Mais c'est vrai qu'en 1 heure et demie, mais on a déjà quand même, j'espère que ça, pour ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, ça a donné envie à nos lecteurs de lire votre ouvrage. Oui, Voilà. Jean-Pierre. Oui, sur un point, j'ai vu dans les questions posées, une question une intervention par quelqu'un que je connais bien, qui est Herman Quintel, qui est donc un ancien responsable du monde de la pêche en Bretagne. Et je crois que ça serait bien de la situer. Il y a un gros débat mené à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle, et ça concerne notre secteur, hein, évidemment, sur la surpêche. C'est-à-dire s'entendre sur la notion de surpêche, sans que l'on fasse passer à ce moment-là de nouveau le poisson dans un bien riche. Parce qu'il y a toujours cette contradiction qui consiste à dire on prend en charge une défense de la biodiversité, mais on renchérit le coût par définition de ce que l'on préserve, et donc d'une certaine manière on revient à des vieux principes. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on revient au fameux débat du poulet du dimanche, hein, pour prendre l'expression en tant que telle, mais on voit aussi ce risque qu'il y a. Hein, par exemple, la défense à un moment donné d'un certain nombre tu l'as dit sur le carbone fossile, mais sur le carbone vivant, ça peut être la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une politique très vive et très déterminée sur le carbone vivant qui renchérit le coût de ce qui reste et qui, par définition, exclut des parties de la population. Bien sûr, c'est le problème du bio. Hein. Alors, en fait, on n'est pas rentré trop dans le détail, mais puisque si j'ai bien compris, j'ai encore quelques minutes, alors je vais les utiliser. C'est ça, hein, Oui, Lila? allez-y. Oui, allez-y. J'ai Oui, le droit, bien parce sûr. que moi, je croyais qu'il fallait que je m'arrête, mais bon, c'est bon. Alors, vous pouvez bon. répondre aux questions. Alors, Jean-Pierre, moi, je partage complètement ce point de vue. Et on voit bien sur l'année qui est pratiquement en train de se terminer, que du fait des contraintes de pouvoir d'achat et d'inflation, il y a le bio est en péril parce qu'une partie des consommateurs, tout simplement, peuvent plus payer le bio. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de solution? Si, il y a des solutions, évidemment. C'est que dans la déformation des modèles alimentaires, les produits animaux coûtent beaucoup plus cher que les produits végétaux. Et donc, une alimentation, un modèle alimentaire qui est qui fait moins, je ne dis pas moins carné, parce que qui fait moins appel aux produits animaux et qui diversifie les rations alimentaires avec des produits végétaux de qualité, est beaucoup plus recommandé par toutes les autorités sanitaires et permet effectivement d'accompagner beaucoup plus facilement des transitions agricoles avec même des filières qui peuvent être beaucoup plus courtes et qui limitent cette incroyable chaîne de logistique, de transformation et de surtransformation des produits alimentaires qui sont aussi une source mauvaise, négative pour la santé publique. Donc ça me paraît important. Sur les transitions énergétiques, moi je voulais revenir sur un point que je n'ai peut-être pas suffisamment développé, mais qui fait l'objet dans le détail hein, du chapitre 3. C'est qu'on présente beaucoup la transition énergétique sous l'angle investissement. Et effectivement, on va avoir besoin d'aller vers un système qui est beaucoup plus capitalistique, hein, parce que une éolienne ou des panneaux photovoltaïques, c'est beaucoup plus capitalistique que même, par exemple, une centrale nucléaire. C'est plus disséminé, donc ça se voit moins. Mais ce qui fait baisser les émissions, ce n'est pas l'investissement, c'est le désinvestissement.
Et donc, ce qui n'est pas, à mon avis, ce qui est très mal intégré dans comment on l'appelle, la SNBC, qui a maintenant, Michel m'a appris un nouveau mot, le SFEC. C'est le SFEC ou la SFEC, je ne sais pas, enfin, c'est l'un des deux. Alors, ce qui est beaucoup moins bien intégré, c'est le désinvestissement et la nécessité qu'on va avoir à la fois de rajouter des actifs économiques, financiers, humains, et d'enlever ou de reconvertir des actifs financiers humains. Et ça, je pense que c'est la très grande faiblesse de notre stratégie nationale sur l'énergie. Je donne juste quelques exemples. Hein. Oui, des méga usines de batteries dans le Nord, ok, ça crée de la valeur ajoutée, mais les fonderies travaillent à 80% pour le moteur à combustion interne. Hein. Donc, on ne va pas continuer à fabriquer. Donc, quid de l'avenir des fonderies, hein. Bon. C'est le problème de comment est-ce qu'on sort de notre dépendance aux chaudières, au fioul, puis au gaz. C'est tout ça qui. Et donc, moi, je trouve que et c'est vrai que, je ne dis pas ça parce que c'est toi, Jean-Pierre, mais l'un des rares acteurs institutionnels à vraiment intégrer cette vision prospective des reconversions, et notamment des reconversions d'actifs humains dans la transition énergétique, c'est la CFDT. Mais ils sont, c'est pour moi l'un des très grandes faiblesses. Et ça, le fait de ne pas l'anticiper, le fait de ne pas le dire, ça accentue les tensions et ça risque de mettre encore un peu plus de vapeur dans le chaudron, donc risque de faire péter le couvercle dans le futur. Voilà. Merci. Donc, c'est tout le défi, comment sortir de nos schémas, hein. Ça va être compliqué. Donc, on va conclure ce webinaire et donc je vais encore réitérer un grand merci à tous nos intervenants, spécialement Christian Depertuis, d'avoir été avec nous, Michel Badré et Jean-Pierre Bompard et évidemment Bernard Chevassus-Louis, le président de notre association Humanité et Biodiversité. Merci à vous, participants qui avez contribué aux riches échanges. Et si vous avez particulièrement apprécié ce format, je vous invite à nous soutenir, à suivre nos actions, parce qu'on fait aussi des formats physiques, des cafés-débats et tout autre format. Et donc, évidemment, adhérer à Humanité et Biodiversité. Je vous remercie et vous souhaite une belle soirée à tous. Merci beaucoup, Lila, et merci beaucoup à toute l'équipe de Humanité et Biodiversité. C'est une très belle association. Merci, Christian. Merci.